Oui, vous pouvez commencer. Alors, je tiens premièrement à remercier la présence de tout un chacun. Merci de nous accorder votre temps pour pouvoir, une fois de plus, partager de la valeur parce qu'on dit que le temps, c'est une ressource très précieuse et quand quelqu'un vous accorde une partie de son temps, c'est comme qui dirait vous accorde une partie de sa vie. Alors, une fois de plus, je tiens à vous remercier. Merci pour la présence de M. Abondance, M. Axel, M. Joe, M. Elton, Josué Diemon, Mademoiselle Mira et Mademoiselle Neftali. Merci en tout cas pour votre présence. Comme M. Arthur l'a dit, je me nomme Consola Mwanza et je suis étudiant en sciences des aliments chrétiens et puis aspirant entrepreneur. Et voilà tout ce qui me concerne. Très rapidement, euh, nous allons remonter un peu dans le temps. Nous sommes exactement en 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, Monsieur Neftali. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 exactement? En fait, en 2019, j'ai eu à obtenir mon diplôme. En 2019, j'ai eu mon diplôme. Et après avoir obtenu mon diplôme, on était dans les vacances pour l'université. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant, dans ce sens il y a un groupe de jeunes. Il y a un groupe de jeunes qui s'étaient réunis pour pouvoir travailler ensemble. Bon, ils se sont dit, bon, l'un a dit, moi, je vais ramener un ordinateur. L'autre a dit, je vais ramener l'imprimante. L'autre a dit, je vais ramener telle chose pour pouvoir mettre en place quelque chose qui, qui va leur permettre de générer un peu de revenus. Et voilà, la chose a commencé et j'étais très intéressant d'apprendre la chose parce que au moins les jeunes s'étaient décidés de se mettre ensemble et pour pouvoir travailler. Alors les temps sont passés. Euh, j'ai eu encore l'occasion d'être en contact avec la personne qui m'avait parlé du groupe et je lui avais demandé où est-ce que vous en êtes avec votre groupe finalement. Il m'avait dit, oh, voilà, on avait commencé, on faisait même des bénéfices et au bout d'un temps, on ne s'est pas vraiment entendu entre nous et du coup, on était obligé de nous séparer. C'était vraiment là un regret pour moi et c'était triste. Un autre fait, c'est que il y a encore d'autres jeunes, bon, plus grands que moi d'ailleurs, ils s'étaient mis ensemble pour gérer une boutique. Et aussi également, ils ont évolué pendant un temps. Ils généraient même des bénéfices et tout. Mais au bout d'un temps, euh, pour une certaine raison, ces deux gens-là, ils sont arrivés à se séparer, à liquider la marchandise qu'ils vendaient pour que chacun aille de son côté. Les troisième exemple, il me concerne particulièrement. En fait, quand on avait fini aux humanités, on, on était aussi enthousiaste de pouvoir travailler en groupe avec des amis. Et du coup, on s'était réunis pour travailler ensemble. Et on avait fait même, je dirais, euh, une réalisation ensemble. Et on était contents et tout. Mais au bout d'un temps, vous allez les deviner, on a terminé aussi par nous séparer. Et voilà, c'est ce genre de situation et celles que je viens d'évoquer ne sont même pas les représentatives sur, sur la liste. Euh, ce ne sont pas seulement les situations ici que je viens d'évoquer qui, qui, qui sont connues, mais il y a beaucoup plus. En regardant, vous allez vous rendre compte que, bon, j'ai essayé de voir des statistiques, je me suis rendu compte que 90% de, de, des gens qui se séparent, bon, des gens qui se mettent ensemble, voulais-je dire,
se séparent au bout d'un temps. Et il y a une liste des causes qu'on évoque. Et sur cette liste, il y a aussi le fait de construire des mauvaises équipes qui est inclus là-dedans. Et à mon humble avis, je pense même que c'est le fait qu'on a construit une mauvaise équipe, le fait qu'on s'est mis avec des mauvaises personnes est l'une des causes majeures qui fasse que une équipe puisse euh, se désintégrer. Et voilà, c'est autour de ces questions-là que je me suis mis à réfléchir. C'est vrai, on parle plusieurs fois du succès. Il y a des choses dont on parle comme la détermination, la passion et tout. Mais rares sont les occasions où on se met comme ça pour mettre l'homme au centre de, de, des échecs qui sont vécus dans différents groupes, dans différentes entreprises, dans des églises même. Euh, c'est pour ça que je me suis dit on s'est dit ensemble avec la team Mindset qu'il était vraiment important qu'on puisse parler du travail en équipe, qu'on puisse parler aujourd'hui de l'homme qui est ces paramètres assez complexes à maîtriser. Et du coup, pour aujourd'hui, M. Arthur l'a dit, on va parler du travail en équipe. Et moi, je voulais bien nommer la thématique, la réflexion sur le travail d'équipe dans ma vision et dans une vision d'ensemble. Si je peux reprendre, le thème qu'il faudra retenir, c'est la réflexion sur le travail d'équipe dans ma vision et dans une vision d'ensemble. Alors, pour commencer, on va parler de l'homme avant de parler même du travail en équipe en question. L'homme, c'est lui qui est au centre de tout avant de parler du travail d'équipe. Quand on dit travail d'équipe, c'est vrai, il y a des machines, il y a des instruments, mais au centre de tout, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui est au centre. En fait, l'homme devient un paramètre assez complexe. Dans quel sens? C'est que la machine, ça peut être réglé et espérer à un certain type de résultat donné. Un appareil, ça peut être calibré, je ne sais pas, et espérer à un certain type de résultat. Mais l'homme, lui, il est, euh, il est différent de machine, en fait. L'homme, lui, il peut vous faire des surprises et vous pouvez vous mettre là, vous étonner, et ça devient compliqué. L'homme, c'est quelqu'un qui a des humeurs, c'est quelqu'un qui a des sentiments, il peut présenter des apparences et j'en passe. L'homme donne un ordre et puis il va exécuter. Dès que vous lui tournez seulement les deux, commence à dire, ce gars ici commence à m'agacer, il commence à me déranger. L'homme, il est assez complexe, il est assez difficile à maîtriser, alors que la réussite ou les succès dans un domaine, quoi que ce soit, est centré en grande partie sur lui. Euh, L'homme, c'est quelque chose, ou alors je dirais, c'est un paramètre que l'on doit tâcher de bien maîtriser pour pouvoir espérer une réussite dans un domaine donné. Euh, c'est vrai, en ce qui concerne le travail d'équipe, il n'y a pas vraiment des formules ou je dirais des étapes qu'il faut suivre à la loupe pour pouvoir réussir en équipe. Néanmoins, il y a il y a un certain nombre d'orientations, il y a un certain nombre de choses qui ont fait leur preuve et qui permettent à ce que le travail en équipe puisse réussir. Et c'est autour de ces nombres de ces nombres d'orientations qu'on va s'entretenir pour pouvoir espérer une réussite dans le travail. Ce qu'il faut savoir avant d'aborder la première question, c'est que euh,
ce meeting, il est non seulement valable pour ceux qui dirigent les autres et pour ceux aussi qui sont dirigés. Pour ceux qui sont dirigés, pourquoi? Parce que quand on maîtrise les choses qui seront dites ici, ça va permettre à ce que vous puissiez être un bon travailleur, un bon exécutant. Pour les leaders, ça va leur permettre encore d'augmenter en productivité. Ça va leur permettre encore d'aller de l'avant dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est très important de travailler en équipe. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, que l'on soit seul ou que l'on soit en train de mener une business seul, on a toujours besoin des collaborateurs, même s'ils ne sont pas vraiment liés à nous comme tels. On a toujours besoin de, de travailler avec des gens. Si par exemple, vous devez acheter de la marchandise, vous êtes appelé à collaborer, à entrer en contact avec des gens. Et du coup, le travail en équipe prend tout son importance. Je m'en vais dire que j'aborde ce sujet. Pourquoi? Parce que moi également, j'ai eu à évoluer ou j'évolue au sein d'une équipe. J'ai fait des observations, je fais des réflexions sur les sujets, ce qui me permet d'aborder ce dernier aujourd'hui. La première partie va concerner l'aspect dans ma vision. Quand je dis dans ma vision, qu'est-ce que ça va ressortir? Dans ma vision, c'est le fait que euh, quelqu'un doit travailler et qu'il a besoin de gens pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'il est en train de faire. Déjà, il y a l'adage qui dit seul, on va vite et ensemble, on va loin. Peu importe le travail qu'on fait, on a toujours besoin des gens pour travailler. Alors, allons-y directement à la première question qui dit comment construire une équipe? Comment construire une équipe? Alors, il y a deux ou trois choses que l'on va ressortir ici pour arriver à construire une équipe. Une équipe, pour la construire à la base, pour espérer aller loin dans, dans ce qu'on veut faire, on a besoin de personnes. Et à la base, pour construire une équipe, c'est la vision. On a vraiment besoin d'avoir une vision pour pouvoir construire une équipe. Vraiment, la vision doit être bien assise dans la tête de la personne qui veut construire une équipe. Qui dit vision, la vision doit être mieux écrite elle doit être écrite sur papier. La vision en question, on doit être en mesure de la communiquer autour de nous. La première des choses pour construire une équipe, c'est la vision. La vision, c'est pour une équipe, par exemple, je dirais, ça peut être le fait de gagner un match ou d'être qualifié à un certain niveau. Vous l'avez vu pour notre pays, par exemple, la vision, dans un premier temps, c'était celle de pouvoir être qualifié pour la Coupe du Monde. Et quand quelqu'un veut construire une équipe, il doit avoir des choses comme celle-ci bien ancrées au fond de lui. Et qui dit construire une équipe doit être un leader et un vrai leader. Un leader, c'est celui qui est à la tête d'une équipe. Déjà ici, je dois mentionner que le leader, ce n'est pas seulement celui qui est au-dessus de tout le monde. Il y a des leaders à différents niveaux. Moi, je dis leader ici, c'est celui qui décide, celui qui prend des décisions. Leader ici fait référence à celui qui encourage, celui qui est capable de former, celui qui est capable d'inspirer,
Quand on te regarde comme ça, on se dit qu'on peut se confier à toi. On peut se confier en ce que tu es en train de dire. C'est pas des mots comme celui-ci que je suis en train de voir un leader. Trop de groupes, d'équipes ne sont pas formés parce que les gens qui sont à la tête n'inspirent même pas confiance. Ils parlent seulement des choses qui passent par la tête. Mais en réalité, ce qu'il dit là, ce qu'il est en train de vouloir transmettre aux autres, il n'y croit même pas. Et là, c'est compliqué. Un leader, c'est celui, en le regardant, même s'il n'a pas encore réalisé quelque chose, on se dit que en nous joignant à lui, il y a des choses qui vont, euh, qui vont naître de lui, quoi. Un leader, c'est celui, non seulement il a la capacité de décider, non seulement il a la capacité d'encourager, former, il a aussi la connaissance. Il est aussi compétent. Je dis premièrement, pour construire une équipe, il faut la vision. Et en deuxième lieu, on doit être un leader, un vrai leader. Et non pas ceux qui se chantent partout là, un leader qui est incapable de prendre des décisions, un leader capable de s'automotiver, un leader capable de, 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 d'encourager son équipe et tout. Et qui dit leader, cela me renvoie directement au troisième point, c'est la communication. Quand on doit construire une équipe, il faut vraiment être en mesure de communiquer la chose et de la plus belle de manière à son équipe. On ne sait pas vous faire confiance si c'est vrai, vous êtes un leader, mais vous ne savez pas communiquer votre vision de la meilleure des façons à ceux qui sont autour de vous. Vous voulez aller à une destination donnée, mais vous tâtonnez sur la direction qu'il faut prendre. Personne ne vous fera confiance. Et quand je dis communication, un leader doit être celui qui maîtrise l'art oratoire. Cette capacité-là à pouvoir communiquer ses idées, sa vision, ses pensées comme il se doit à son équipe. Un leader doit être vraiment celui qui inspire confiance et communique comme il se doit. Par ces mots seulement, par ses dires seulement, on se dit que, tiens, on peut rejoindre l'équipe de ces messieurs et on espère pouvoir arriver quelque part en se joignant à lui. Et le dernier point que je veux soulever ici, c'est que quand on construit une équipe, on ne peut pas tous être, je ne sais pas, maçons, être tous ingénieurs, à moins que vous soyez des magiciens pour pouvoir être ingénieur et en même temps comptable. Ce que je veux dire ici, c'est que quand on construit une équipe, il faut s'assurer d'avoir dans son équipe euh, une diversité des compétences. Avoir une diversité des compétences, c'est très important dans une équipe. Et quand on dit une diversité de compétences, c'est une chose que j'ai oublié de souligner tout au début, c'est que il est mieux de construire une équipe avec des gens qu'on a l'habitude de côtoyer. Quand je dis des gens qu'on côtoie, ce ne sont pas nos frères ou nos amis, mais des gens avec qui on parle, je ne sais pas, business à chaque fois. Les gens avec qui, quand vous parlez avec eux, vous savez que je peux me confier à eux et avec eux, je peux construire une équipe. Je reviens encore là-dessus. On doit avoir une diversité des compétences dans une équipe. Il faut une diversité des compétences. Je prends un exemple. Si par exemple, le leader principal, c'est un économiste, par exemple, on doit avoir au sein de l'équipe, ça dépend des objectifs qu'on est en train de poursuivre, un comptable, un technicien, un graphiste. C'est très important au sein d'une équipe. Cela permet à ce qui va suivre dans la question suivante, de répartir les tâches, de ne pas être centré sur une seule personne.
Et qui dit diversité de compétences dit complémentarité. C'est avec ce point que je chute sur la première question, c'est la complémentarité doit régner au sein de l'équipe. Vous devez être des gens qui se complètent au sein de l'équipe. Après savoir communiquer la vision, après avoir fait preuve de leadership, vous communiquez, c'est vrai, mais soyez aussi complémentaires au sein de l'équipe. Et ici, je vais anticiper quelque chose. C'est que quand on construit une équipe avec diversité de compétences et qu'on est complémentaire, c'est qu'il faut arriver à un certain moment, faire en sorte que au moins l'ensemble de ceux qui sont à la tête aient au moins une partie des compétences présentes au sein de l'équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, celui qui est à la tête, c'est un économiste et qu'il y a un graphiste au sein de l'équipe, on doit s'arranger de manière à ce que celui qui est à la tête ait aussi quelques notions euh, de graphisme, pourvu que quand le graphiste a des empêchements, il a des difficultés, que le groupe, que l'équipe puisse avancer. Voilà pour la première question. J'espère que j'aurai répondu. C'est que pour construire une équipe, une vraie équipe d'ailleurs, c'est qu'on doit être en train de poursuivre une vision. En deuxième lieu, celui qui y est à la tête doit être un vrai leader. Et qui dit vrai leader doit être capable de communiquer en ayant la maîtrise de l'art oratoire. Et au sein de l'équipe, on doit être complémentaire et avoir une diversité de compétences pour espérer avancer. Et nous allons passer à la deuxième question qui dit comment travailler en équipe une fois qu'elle est construite. Euh, la deuxième question ici, elle est tellement liée à la première dans ce sens que pour pouvoir travailler en équipe comme il se doit, il faut avoir réussi la, la première étape qui est celle de construire une très bonne équipe. Quand on est vraiment sûr, quand on est là assis, on est en train de penser et tout, on est sûr d'avoir dans son équipe des personnes qu'il faut, on peut se dire avec assurance que je peux travailler en équipe. Je peux confier des tâches et espérer avoir des résultats. Je peux travailler en équipe et espérer la progression. Comment travailler en équipe une fois qu'elle est construite? Premièrement, chacun doit connaître sa fonction et sa tâche à accomplir, ou ses fonctions ou ses tâches à accomplir. Et cette personne doit être capable non seulement d'accomplir ses fonctions ou ses tâches en présence ainsi qu'en absence du grand leader. Parce qu'on va se convenir ici, c'est que la vision a été bien communiquée. La personne travaille en connaissance des causes. Ses actions sont intentionnelles. C'est que si j'ai fait telle chose, c'est pour faire avancer, c'est pour arriver telle part. Alors, la première des choses pour travailler en équipe, chacun doit connaître c'est quoi sa fonction, quelles sont ses limites, jusqu'où il doit aller. C'est la première des choses. La deuxième des choses pour pouvoir travailler en équipe, c'est que les leaders, que ce soit au sein d'un groupe, dans une entreprise, je ne sais pas, à l'église, dans un groupe que ce soit, le leader doit avoir cette capacité de confier des tâches aux membres de son équipe et limiter les délais d'exécution. Ceci est très important. C'est vrai, on peut confier, mais on va pas donner la tâche indéfiniment aux gens. Il faut il faut dire, par exemple, d'ici 14 heures, cette tâche doit être achevée. D'ici lundi, d'ici mardi, on doit avoir fini tel, tel nombre de tâches et tout. Je l'ai dit précédemment, le troisième point pour pouvoir travailler bien en équipe une fois qu'elle est construite, c'est que au moins chaque membre doit avoir 50% de la compétence de
différents membres, des différents membres de l'équipe. Vous allez comprendre que quand je parle des groupes, parfois, je fais référence à l'équipe qui est construite. Chaque membre doit avoir au moins 50% des compétences des différents membres de l'équipe. Pourquoi? C'est pour éviter les phénomènes de stagnation, pour éviter d'être bloqué. Commencer à passer des coups de fil pour chercher tel et où, tel se trouve où. Et là, ça devient compliqué. Et le point qui suit, c'est que pour bien travailler en équipe, il faut définir une fréquence de travail. Il faut vraiment bien définir une fréquence de travail. Et après avoir fini de travailler, il faut être en mesure de faire un bilan pour savoir si on travaille à perte ou si on est en train d'avancer. Cela est très important. Vraiment, définir une fréquence de travail et aussi établir à chaque fois des bilans. Savoir comment est-ce qu'on est en train d'avancer. Et le point qui suit, ça c'est un point vraiment qui me fait du bien, c'est que c'est lui qui est à la tête des chefs des groupes, le grand leader, il doit être quelqu'un qui a l'habitude de motiver son équipe. Parce que tout n'est pas toujours bien dans le groupe, tout n'est pas toujours en rose dans l'équipe. Il faut être quelqu'un qui motive ses membres, quelqu'un qui encourage quand le travail est bien fait, quelqu'un qui, comment dire, qui gratifie quand quelqu'un a accompli une tâche avec succès. Donc, la motivation doit être comme un pain quotidien au sein de l'équipe qui fait en sorte que les gens sont toujours motivés à travailler, motivés à aller de l'avant. Et quand on motive comme ça, prendre aussi le temps de rappeler la vision à l'équipe d'une façon continuelle. Qu'il y ait même je sais pas, de papier affiché ça et là qui rappelle aux différents membres de l'équipe que nous allons telle part et ça ne doit pas s'oublier. Et le dernier point avec lequel je vais chuter, c'est que ce qui concerne la deuxième question, c'est il faut s'assurer que tout va bien avec son équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Désolé, je suis là. On doit s'assurer que tout va bien avec son équipe parce que des conflits peuvent arriver, des problèmes peuvent arriver et il faut prendre l'initiative même d'aller voir les membres de l'équipe individuellement et arranger ce qui ne va pas au sein de l'équipe. Euh, S'assurer que tout va bien comme je le disais tantôt. Et quand il y a des erreurs, quand il y a des problèmes, il faut savoir corriger, prendre des mesures correctives. Et très souvent, ça doit se faire en privé parce que, vous savez, l'homme a son ego. Et du coup, quand vous le faites en public, là, je vais vous faire un peu rire. L'homme est capable même de vous défier, vous qui êtes son chef, de se marrer pas chef ou pas de ta combane parce que tu as porté correction en public. Donc, il faut savoir encourager publiquement et en privé et savoir corriger très souvent en privé. Voilà, si je peux rappeler les différents points pour la deuxième question qui est celle de comment travailler en équipe une fois qu'elle est construite. Euh, Chacun doit connaître sa fonction et ses tâches. En deuxième lieu, le leader doit être capable de donner ou de confier des tâches aux membres de son équipe et limiter les délais d'exécution. Toute l'équipe doit au moins avoir les compétences de chaque membre de l'équipe, même à 50% pour éviter les phénomènes de stagnation. On doit définir une fréquence de travail et aussi assurer un bilan. On doit prendre vraiment l'habitude de motiver son équipe, c'est très important. Et rappeler la vision, s'assurer que tout va bien avec son équipe, encourager et corriger quand il le faut. Alors, je pense que la première partie, dans ma vision, vient
de s'arrêter par ici et je veux aller rapidement sur la deuxième partie qui est celle de la vision des sociétés. Ici, je veux, bon, il y a aussi une partie qui concerne l'aspect dans ma vision, mais ça sera plus, la troisième question ici va concerner euh, l'aspect vision des sociétés. Alors, comment partager les opportunités en équipe? Ici, j'ai bien voulu parler des réseaux parce que les opportunités, ça va un peu au-delà de l'équipe, hein. Ici, on va essayer de faire comment? De mettre des équipes ensemble, pas le travail au sein d'une même équipe. Alors, quand je dis comment savoir partager des opportunités au sein d'une équipe, d'abord, premièrement, c'est qu'il faut arriver à savoir orienter des initiatives que quelqu'un donne au sein de l'équipe parce que quand on est grand leader, quand on est chef de l'équipe, ça ne signifie pas qu'on connaît tout. On doit aussi apprendre à écouter les autres et à prendre en compte les initiatives, les idées qu'ils donnent pour faire avancer les choses. Et du coup, l'élément très important ici, il faut savoir communiquer pour arriver à partager les opportunités. Et voilà, pour clôturer avec la première partie et entamer la troisième question, c'est que quand vous êtes leader, quand vous êtes chef, celui qui détient la vision, vous devez avoir au moins les compétences de tout un chacun, plus particulièrement à un haut niveau. Pourquoi c'est là? C'est pour permettre à ce que vous puissiez avoir les contrôles au moins sur l'ensemble de l'équipe. Quand vous savez au moins ce qui se fait à chaque niveau, ça vous permet de garder un certain contrôle. Intéressante, je l'ai dit d'ailleurs, pourquoi? Parce que cette partie ici, elle permet non seulement de bien poursuivre la vision, mais aussi à, à à faire en sorte que ceux qui travaillent avec vous puissent vraiment être dévoués et agir intentionnellement. Voilà la troisième question. Comment partager les opportunités en réseau? C'est vrai, il y a des projets où on peut travailler avec son équipe seulement, qu'on en construit avec soi. Et à un certain niveau, notre équipe ne suffira pas. Et du coup, il faudra faire appel à une main-d'œuvre extérieure. Et c'est là que l'aspect comment partager les opportunités prend tout son sens. J'aime beaucoup quand, à chaque fois qu'on a un nouveau membre dans notre groupe Entrepreneur Mindset, on a l'habitude de nous présenter. Et les gens, très souvent, ils le font juste comme ça. Alors que cela est très important dans ce sens que c'est une base, au fait, pour le partage des opportunités. C'est là que le partage des opportunités doit commencer. Je dirais même que c'est une base de la communication en ce qui concerne le partage d'opportunités. Comment partager les opportunités en réseau? Premièrement, il faut savoir communiquer les opportunités à ceux qui nous entourent et exposer les difficultés qu'on éprouve. On les dit très souvent, mais c'est rare d'avoir des réactions, mais alors que c'est là que ça commence. Pourquoi je dis que c'est très important de communiquer sur les opportunités? Parce que vous pouvez en parler comme ça et vous pensez que c'est passé inaperçu. Alors que, en réalité, quand on aura besoin d'une X ou Y compétence pour un projet donné de grande envergure, on fera certainement référence à vous parce que vous en avez parlé, parce que vous avez abordé cela. Non seulement on peut communiquer sur les opportunités, mais également communiquer sur les activités qu'on fait. Par exemple, moi, je dis que je fais les sciences des aliments. Peut-être que quelqu'un, un jour, pourra avoir un projet ayant trait aux sciences agroalimentaires. Il verra certainement euh, référence en moi dans ce cadre-là. Et vous devez savoir que
nous ne devons pas seulement nous arrêter au niveau d'un groupe, parce qu'un groupe où on fait des messages de temps en temps, c'est autre chose. Alors qu'un réseau, euh, un environnement où les gens parlent business, un environnement où les gens parlent affaires, c'est aussi autre chose. Dans des réseaux, on découvre de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités s'ouvrent, et cela nous permet d'avancer d'une façon ou d'une autre. Euh, non seulement ça nous permet d'avancer, ça fait en sorte que l'on puisse avoir l'expérience des autres en partageant comme ça, en communiquant comme ça sur les opportunités. Donc, je dis que c'est très important pour pouvoir arriver à partager les opportunités, arriver à communiquer. Et une chose qui est la dernière d'ailleurs, qui devait précéder, c'est que c'est la confiance qui doit régner au sein de ces réseaux-là pour pouvoir communiquer. S'il n'y a pas de confiance, il y aura des gens qui se retiennent, des gens qui se disent que et si on volait mon projet, et si on volait mes idées business. Et du coup, pour pouvoir arriver à bien communiquer en réseau, pour pouvoir arriver à bien partager les opportunités, il faut que la confiance puisse être au centre. Et la confiance se cultive comment? Je me suis dit qu'elle commence par l'observation. Quand on observe en partageant, en évoluant ensemble, petit à petit, la façon dont vous évoluez avec les autres, la confiance peut arriver à naître. Et voilà, pour la troisième question, on retient ceci. Comment partager les opportunités en réseau? C'est qu'il y a une grande clé. C'est la communication qui a comme fondement la confiance. Très rapidement, nous passons à la question, quelles sont les difficultés rencontrées dans la construction des équipes et voilà les difficultés rencontrées dans la construction des équipes, c'est que je dirais que on n'a pas vraiment à se casser la tête sur cette question ici. Sa réponse trouve, euh, excusez, sa réponse se trouve dans la première question que j'ai eu à aborder. C'est que si la première question, on y répond assez correctement, on n'aura pas assez de difficultés dans la construction d'une équipe. Les problèmes les plus rencontrés, c'est que on n'arrive pas à construire des équipes parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. On se rencontre seulement un jour là, on se dit, bon, on commence à travailler ensemble, on ne sait même pas là où on va, on ne sait même pas discuter sur ce qui peut nous arriver, comment est-ce qu'on peut surmonter les difficultés et tout. On se croit seulement, on dit, on y va ensemble. Et quand ça va barder là, on jette seulement la faute sur l'autre. Alors, l'absence de la vision, c'est quelque chose qui fait en sorte que les équipes ne sont pas construites. En deuxième position, je l'ai dit dans la première question, s'il n'y a pas de communication, vraiment, c'est un grand mal en ce qui concerne la construction d'une équipe. S'il n'y a pas vraiment de communication, c'est compliqué. Vous allez commencer à vous faire semblant, vous vous retrouvez mon Tchékéchan alors qu'il y a des problèmes. Et avec ça, vous ne savez pas avancer. Et une autre chose aussi, c'est l'absence de compétences. Quand vraiment il n'y a pas complémentarité, il n'y a pas diversité des compétences, c'est compliqué d'évoluer. Alors, on aura retenu ceci, absence de vision, absence de communication, absence de compétences, euh, ça peut vous empêcher de construire une bonne équipe. La quatrième question, je ne vais pas trop m'attarder dessus. À mon humble avis, c'est que s'il arrive qu'il y ait des problèmes au sein de l'équipe, il faut savoir aborder le problème individuellement et en équipe. S'il y a des problèmes, essayez vraiment d'en parler, de les aborder en équipe. Et très souvent, quand il y a des problèmes, comment arriver à les surmonter? C'est rebondir sur ce qui a été fait au départ, rentrer sur la vision,
rentrer sur la communauté. C'est de cette façon-là que les problèmes peuvent être surmontés. C'est de cette façon-là que l'on peut espérer aller de l'avant et pouvoir arriver un jour à voir des choses extraordinaires. Alors, ceci étant, tout ceci, ça ne peut pas se bâtir en un jour. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment de la patience et tout ce qui va avec pour pouvoir bâtir des bonnes équipes. Ainsi, j'ai dit au début, euh, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Je vais rajouter, on va loin avec une bonne équipe. Ainsi, je termine et je vous remercie. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Monsieur Consola. En tout cas, je manque même de mots là. En tout cas, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Ouais, je vois de bravo. En tout cas, allez-y, encouragez notre leader de ce soir parce que je ne m'y attendais pas vraiment, mais il a vraiment partagé de la valeur avec nous, hein. Allez-y, s'il vous plaît, dites quelque chose dans le chat. Dites quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? Ah, mentionnez quelque chose dans le chat, s'il vous plaît. En tout cas, allez-y, hein. En tout cas, bravo, Monsieur Consola. C'est vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Cool. Merci, Monsieur Consuela. Waouh, c'est fort. Waouh, en tout cas, coup de chapeau à vous. Respect. Respect. Vous avez vraiment partagé de la valeur avec nous. Merci beaucoup. Et nous espérons vraiment que lorsque nous construirons nos équipes, nous allons appliquer toutes ces choses, tous ces conseils, toutes ces questions. Nous allons les suivre à la lettre afin que l'on puisse éviter tout problème lorsqu'on va commencer à travailler parce qu'on est appelé à travailler en équipe, croyez-moi. Qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous allez faire dans la vie, croyez-moi, vous serez confronté toujours à travailler en équipe parce que vous ne ferez pas tout vous-même. Croyez-moi. Tel que M. Consola l'a dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc, et pour ensemble, là, il faut être avec les autres. Alors, sans toutefois beaucoup tarder, nous allons prendre quelques questions. Nous ne savons pas s'il y a quelqu'un qui a une question ou un ajout. Si vous avez vu qu'il y a un point, un autre point que vous connaissez aussi personnellement ou une expérience personnelle que vous aimeriez partager avec nous pour travailler en équipe ou une question que vous aimeriez poser à M. Consola. En tout cas, vous avez le flow. Euh, Élevez juste votre main, on va vous donner la parole. Et que je vois M. Nathanaël. Vous avez une question, M. Nathanaël, Oui, ou une intervention? Oui, allez-y, j'ai vous une avez la question. parole. Oui, j'ai une question. Bon, pas une question, j'ai des questions seulement. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comprenez ma curiosité, au fait. Allez-y, vous êtes libre, allez-y. Merci. D'abord, merci beaucoup à toi, Consolade, pour ce partage. C'est un partage très riche. J'ai beaucoup aimé. C'est profond. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Tu dis, premièrement, que dans l'étape 1 de la première question, il faut déterminer la vision. Est-ce que tu peux me donner un cas pratique de la façon dont on détermine la vision? Un cas pratique de la façon dont on détermine la vision. Oui. Bon, d'accord. La vision, c'est, par exemple, euh, j'ai un projet. Bon, on se connaît, on est en STA, n'est-ce pas, Nathan? Je- J'ai un projet sur, par exemple, la fabrication des arachides grillés. Je me dis que la finalité, c'est arriver à produire de l'arachide grillé qui n'a jamais été commercialisé sur l'étendue de la RDC. Est-ce que je vais dire à mon équipe, c'est que euh, ma vision, c'est arriver à produire un tel type d'arachide grillé. Mais cela ne va pas commencer directement par ce type-là d'arachide. Je vais commencer à un certain niveau, mais je vais m'arranger pour arriver
comment dire, arriver à dire avec précision là où je vais amener les personnes qui veulent se joindre à moi, avec, avec des éléments écrits, bien sûr. Donc, je montre de façon détaillée comment est-ce que, étape par étape, même si, bon, il peut y avoir des contraintes, des choses qui peuvent être changées en cours de route, mais je sais dire avec précision là où je suis en train d'amener mon équipe. Dire que à un certain moment, on doit arriver à vendre ou à commercialiser, voulais-je dire, ce type d'arachide, ce type d'arachide qui n'a jamais été commercialisé sur l'étendue de la RDC. C'est comme ça, avec précision, avec détail, qu'on peut arriver à transmettre sa vision aux gens qui veulent se, se joindre à nous, sans toutefois oublier les éléments que j'ai mentionnés, qu'il faut être un leader et savoir communiquer comme il se doit. Ah, ok, d'accord, merci. Maintenant, si je prends là où tu dis qu'il faut être un vrai leader, bon, c'est vrai qu'il faut être un vrai leader, c'est comme une espèce de casquette. Mais avant d'être un leader, on est d'abord un être humain. C'est-à-dire qu'on a des émotions, hein, tout ça. Oui. Il peut y arriver dans une équipe que tu rencontres une résistance qui va au-delà de ta compréhension ou qui, dans Oui. l'équipe, il arrive un événement bon, qui choque un peu tes émotions. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu es un être humain. Bon, déjà, ça, on ne peut pas nier. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais désolé, mais je dois te dire que tu dois avoir cette capacité, même s'il y a des choses qui arrivent, de t'automotiver, si je veux le dire ainsi. Avoir cette capacité de te relever. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs, que on peut donner parfois des instructions, mais il y a des gens qui résistent. Donc, il faut avoir cet état d'esprit-là de contourner ce genre de choses. Arriver à, quand tu tombes, il y a baisse de morale, émotion et tout. Arriver à se relever au bout d'un temps. C'est ce que je peux dire, en fait. Mais parfois, la vie se manifeste du coup. Hein. Déjà, quand ça arrive, tu ne sais plus cacher ça. Juste devant l'équipe, parfois, ça arrive. Ah, peut-être dans ce cas-là, il faudra faire comprendre qu'on est humain aussi, mais que ça ne puisse pas rester longtemps. Ok, merci. Ma dernière question sur la première partie, c'est celle-ci. Tu as dit que OK, en formant l'équipe, il faudra qu'on ait une diversité de compétences. Maintenant, justement. imaginons on veut former plutôt une équipe pour atteindre un certain projet. Et le projet demande qu'il y ait peut-être 5 compétences différentes ou 6 compétences différentes dans l'équipe. Mais les personnes qui sont disponibles à nous accompagner sont peut-être représentent 3 ou 2 compétences de façon globale sur la liste de ce on veut avoir comme compétences. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas d'autres personnes à ajouter? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais Et qu'on pas est aussi si, limité financièrement pour former les gens. justement, je sais pas si tu m'as suivi pendant que j'étais en train d'exposer. J'ai abordé un aspect là, c'est qu'il y a cet esprit de contrôle que les leaders, celui qui a la tête doit avoir. Et cet esprit-là, qu'est-ce qui nous l'accorde? C'est le fait d'avoir au moins euh, des connaissances, comment je vais dire, avoir comme toutes les connaissances là que tu recherches. Tu dois au moins les avoir même en partie. Et rechercher, c'est là que tu estimes indispensable pour faire avancer ton équipe si dans ces cas-là, tes moyens sont limités. Donc, tu dois avoir au moins des connaissances, je dirais, générales de toutes les compétences que tu es en train de rechercher et faire de son mieux pour réunir celles qui sont indispensables pour arriver à réaliser ce que tu veux entreprendre, quoi. Merci beaucoup. Je suis content et j'aime beaucoup les réponses que tu m'as données pour la première partie. Merci. Merci, monsieur Nathan, je vous en prie. Merci, monsieur Nathan. Merci, monsieur Consola, pour les réponses. Merci, monsieur Nathan, pour les belles questions. Merci, monsieur Consola, pour les belles réponses. Alors, je donne la parole à monsieur Elton sans tout pas tarder. Vous avez une question ou une intervention? Allez-y. Merci pour la parole. Moi, c'est juste une intervention, en fait.
Et je pense avoir participé, mais c'est consolable pour son exposé. C'était vraiment, forcément, le terme du lourd. J'ai beaucoup aimé. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de voir M. Consolat, de travailler en personne. On s'est déjà vu une fois avec lui. Et quand c'était lui, il m'avait impressionné pour la première fois. Et là, il vient encore de le faire. Alors, euh, juste avant ce meeting, avant qu'on mette le sujet dans le groupe, j'avais pensé à quelque chose. C'est genre un complément à ce que je me disais, comme on est jeune là, en train de rechercher, on pourrait faire un truc disons, un bloc des futurs hommes qui sont en train de se soutenir, de se créer des opportunités pour avoir le pouvoir, contrôler un peu certaines choses de la vie. Alors, quand on a mis ce sujet dans le groupe, je me suis dit que c'était comme une coïncidence, et alors je devais vraiment y participer et apprendre quelque chose de plus. J'ai beaucoup aimé ce projet, les questions qu'il a exposées, comment construire un groupe, comment travailler en équipe. Une fois que j'ai compris que toutes les autres questions, j'ai vraiment beaucoup appris. Et aussi, je me rappelle quand je me suis dit avec lui, il m'avait dit quelque chose, je lui rappelle ça, il m'avait dit, comme on est dans le groupe investi, en fait, entrepreneur même, qu'on pouvait commencer à faire une genre de rencontre physique par rapport au point où vous vous trouvez. Par exemple, le métier à l'ICACI, tous les gens qui sont dans un entrepreneur même sont à l'ICACI. On pourrait commencer à organiser des rencontres physiques ici à l'ICACI. On se voit, on partage en face nos connaissances sur l'entrepreneuriat. Alors, moi, je me dis que c'est aussi une façon de travailler en équipe, de partager les compétences, de s'entraider et faire développer l'équipe et agrandir l'équipe entrepreneur même. Alors, moi, je remercie juste M. Consolat pour son exposé et l'encourage pour le message qu'il vient de Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Hilton. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci aussi d'avoir participé à ce meeting. Alors, on va en prendre en compte vraiment votre demande là pour se réunir en présentiel. Ce sera toujours une bonne chose en tout cas. On va essayer de voir comment s'organiser. Alors, une autre question ou intervention? Quelqu'un d'autre a une intervention, une question? Si oui, levez la main, on va vous donner la parole. OK, Monsieur Mike Ousoko, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Mike, on ne vous entend pas. Toujours pas. Je vois que vous parlez, mais moi, en tout cas, je ne vous entends pas. Je ne sais pas les autres, ce que vous entendez, Monsieur Mike. Non, non. Et je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou pas. En tout cas, Monsieur Mike, on ne vous entend pas. Bonsoir. Ouais, là, ça va. Bonsoir, vous allez bien? Ah là, ça va maintenant? Vous Oui, ça va. m'entendez? Ouais, on vous entend. Essayez de parler. Ok. Voilà. On a du mal à bien Alors, entendre. moi aussi, j'avais une question. Je Ok, allez. voulais... vous m'entendez? Là? Oui, allez-y. Là, Vous ça pouvez... va quand même? Ouais, ça va quand même. Vous pouvez poser la question. Je peux aller? Oui, oui. Ah oui. Voilà. J'ai juste une question. Je voulais savoir, vu que nous sommes en train de parler sur le travail en équipe et que voilà, dans une équipe, nous devons toujours avoir un leader, c'est lui qui coordonne le tout. Donc, comme l'a dit M. Consola, alors je commence d'abord par dire que ça a été vraiment euh, très, très intéressant, le speech. Donc, j'ai trouvé vraiment très important tout ça. Alors, ma question était
On a perdu Monsieur Mike. Il est même plus dans le meeting. Il a un problème de connexion. Alors, OK, Monsieur Axel, vous avez la parole. D'accord, je salue encore la présence de tout un chacun de nous. Merci à Monsieur Consola qui vient encore de nous partager de la valeur. Je le remercie et je l'encourage encore dans cette nouvelle bataille qu'il a entrepris. Bon, j'ai une question concernant le travail en équipe. Et ma question se base d'abord dans la formation de où trouver ces personnes avec qui travailler. Parce qu'il est très important d'identifier ces personnes avec qui travailler. Est-ce que nous devons prendre les personnes comme nos amis, nos cousins ou les membres de nos familles ou nos collègues qui sont à l'école ou les membres de l'Église? J'aimerais d'abord savoir si vous pouvez nous certifier où est-ce que nous devons trouver les personnes avec qui travailler réellement. Merci. Ça, c'est ma première question. Si vous répondez à ça, et puis je vais donner une seconde question. Merci. J'attends. OK. Je vais essayer de donner un élément de réponse. Le frère, les amis ou les collègues, très souvent, ce sont des erreurs qu'on a tendance à commettre, chercher à agir par émotion et vouloir faire plaisir aux autres. Ce sont des erreurs qu'on fait. Moi, une astuce que je voulu partager ici, j'ai dit d'ailleurs pendant l'exposé, c'est que je disais, le membre de son équipe, on doit les trouver dans son entourage. Quand je dis entourage ici, c'est des environnements comme celui qu'on a ici. On a l'habitude d'orienter nos discussions dans un certain sens. Et si je peux parler d'un critère qui va permettre à ce qu'on puisse choisir un membre de son équipe, ça doit être dans l'idéal quelqu'un qui partage vos valeurs et quelqu'un qui est compétent. Vraiment, je pense que c'est sur base de ces deux éléments-là que vous pouvez... Bon, je vais rajouter un troisième élément. Donc, quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un qui est compétent et qui est enseignable, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être enseigné et qui peut être mis à jour, si je peux le dire ainsi, à chaque fois. Donc, on doit chercher les membres de son équipe dans son entourage proche où on a tendance à orienter nos discussions dans un certain sens, des gens qui sont compétents, des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui sont enseignables. Voilà comment est-ce que je réponds à cette question. Allez-y, Monsieur Axel, pour votre deuxième question. Vous êtes satisfait pour la première? Okay, d'accord, merci. Oui, Ok, allez-y. madame. En tant qu'équipe, ok, Oui, allez-y. est-ce que pouvons-nous être leader qui a une vision mais qui n'a pas de compétences? Merci. Oui, être un leader qui a une vision mais qui n'a pas de compétences, c'est possible. Et dans ce genre de cas, il faut avoir cette humilité comment dire, de donner les flambeaux à celui qui est en même temps leader et qui est compétent. C'est aussi simple que ça. Avoir cette humilité à donner les flambeaux à celui qui est compétent et qui est leader en même temps. Vous pouvez avoir la vision, mais faute de compétences, ce n'est pas seulement la seule option qui se présente à vous. Vous devez aussi chercher à si vous cherchez à maintenir votre place, vous devez chercher à vous former pour maintenir votre position. Dans le cas contraire, il faudra donner les flambeaux à quelqu'un d'autre. Monsieur Axel, vous êtes satisfait? Ah, OK. Ouais, cool. Oui, Monsieur Nathanaël, on va vous donner la réponse, mais j'aimerais juste encore essayer avec Monsieur Mike. Monsieur Mike, vous êtes là?
Monsieur Mike, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Ah, Oui, je suis là. Euh, ok. Je peux maintenant. Essayez de parler, s'il vous plaît, on vous euh, entend pas. Est-ce que je peux maintenant parler, s'il vous plaît? Je m'excuse d'abord pour la connexion. C'est un problème dû à la connexion. Je m'excuse. D'accord. Alors, Alors, pour le moment, elle est si je peux compliquée. continuer, Oui, posez votre ma question question rapidement. était de savoir si par le passé, dans un groupe, dans une... D'accord. Si dans une équipe, nous avons déjà eu à travailler sur une vision qu'avait le leader par le passé et que cela a été un succès. Alors, maintenant, ma question a été de savoir, bon, l'équipe reste toujours, nous avons toujours notre équipe, et si par exemple, quelqu'un d'autre venait avec sa vision maintenant, alors les leaders doit-il traiter cette vision-là ou il doit qu'il vienne de lui dans ce sens-là? Parce que je comprends, j'essaie de comprendre dans ma façon de voir les choses, voilà. Le leader est celui qui doit toujours prendre des décisions. Il doit toujours prendre des décisions et aussi guider les autres vers une vision qui s'est déjà prédéfinie par lui-même. Une vision qu'il a à lui de, de gérer, d'atteindre certains objectifs ou atteindre, euh, avoir un succès sur un projet, voir donc réussir son projet. Alors, je ne sais pas si je me fais un peu bien comprendre là-dessus ou dans ce sens-là, nous allons devoir changer le leader. Le leader deviendra celui qui a encore donné sa vision dans une équipe, bien sûr. Alors, Ok. Merci beaucoup, M. Mike, pour la question. Monsieur Consola, vous avez saisi la question? J'ai entendu, mais je n'ai pas vraiment très bien compris la question. Vraiment, je n'ai pas bien saisi la question. Je ne sais pas, M. Mike, votre question c'était dans le cadre où, dans une équipe, on avait un leader avec une vision et la vision a marché et puis on change de leader. Le nouveau leader va-t-il garder la même vision ou il va donner sa vision à lui? C'est ça la question, monsieur Mike? Dites oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce ça la question? Apparemment, il est parti. Bon, on va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça. Et, Mais donc, s'il te plaît, oui, monsieur allô? Nathalie. Mais j'ai l'impression qu'il a dit, à la place, il a dit qu'on a un leader qui, bon, c'est ce que moi j'ai entendu, hein, on a un leader avec qui on a réussi un projet et un autre vient intégrer le groupe et il a une espèce d'autre vision. Et comme si la vision de l'autre est un peu supérieure à celle qu'on avait avant. Est-ce qu'on change de leader ou on garde le même leader? Je crois que j'ai aussi entendu ça comme ça. Ah, ok, ok. Alors, essayez de répondre à celle-ci, monsieur Consola. Ah, ok. Une vision plus grande par rapport à celle qui était là présent. Moi, je pense que si elle est plus grande, mais elle va dans le même sens que celle qui était là présentement, je pense que ça ne pose pas des problèmes qu'on puisse l'adopter. Et si celui qui était là avant, il a permis à ce que on puisse atteindre la première vision. Pourquoi les changer? On peut les garder en tête, mais en mettant un peu la barre plus haute, si je peux le dire ainsi. Et
Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Je parle de la vision ici comme une mission de vie, en fait. C'est pas vision dans un sens d'objectif à atteindre, mais vision dans de mission de vie, quoi. Je ne sais pas si M. Mike est là. Il a suivi et tout. Ouais, bon, j'espère aussi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Consola, pour votre réponse très riche. Je pense, je vais donner la parole à Monsieur Abondance. Je pense que ce sera la dernière ou avant-dernière personne en tout cas, et puis nous allons clore notre meeting. Monsieur Abondance, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, merci, Monsieur Consola. J'ai une question. Nous savons qu'il y a quelque chose qu'on appelle la concurrence. Et étant un leader, quand on n'a pas assez de moyens par rapport à un autre groupe, par exemple, je suis en train d'œuvrer dans ce domaine, alors que dans ce domaine, il y a déjà des géants qui ont déjà bâti des empires, tout ça, ils sont plus forts en fait. Qu'est-ce que maintenant un leader doit faire face à ce genre de concurrence-là? Je ne sais pas, selon vous, ou encore peut-être, c'est pas juste à monsieur Consola, hein, parce qu'il y a aussi les autres qui sont là, ils peuvent aussi répondre. Si un peu, vous pouvez un peu m'aider par rapport à cette préoccupation. Donc, à la place, quelle place doit se mettre le leader par rapport à la concurrence dans les marchés ou dans une ville? Merci. OK, j'essaie de donner ma contribution. Certainement, quelqu'un d'autre pourra donner aussi son point de vue par rapport à la question. Déjà, bon, tout dépend de la façon dont vous commencez, hein, parce que, à ma connaissance, quand on débute là, c'est rare de parler de concurrence. À la base, on vend seulement. On parle de concurrence quand votre produit empêche à ce que on puisse vendre le produit d'une autre personne. C'est dans ce sens-là qu'on parle de concurrence. Alors, si à un moment donné, vous vous rendez compte que dans les secteurs où vous vous êtes rendu, il commence à y avoir des concurrences avec des géants qui étaient déjà en place avant vous. Moi, je pense que tout se passe dans la tête, hein. Un leader, c'est celui qui doit être capable de, réfléchir et mettre des stratégies en place pour pouvoir tenir malgré la concurrence. Et pas question ici de fuir ou de prendre fuite. On doit réfléchir, regarder les choses en face, mettre tous les éléments que vous avez disponibles avec vous pour pouvoir tenir face à cette concurrence. Parce que des problèmes, même si vous partez ailleurs, il y en aura toujours. Et du coup, c'est à vous de vous armer autrement pour pouvoir tenir malgré la concurrence. Si j'ai posé cette question, c'est bon, je donne un exemple. Ici en France, il y a quelques mois, il y avait on payait 100 gigas d'internet à 39 euros. C'est un exemple. Ça s'est passé aussi. Et du coup, une société de télécommunication est arrivée. Il a mis le même 100 gigas à 9,99 €. En fait, face à la concurrence, faut-il baisser les prix pour avoir plus de gens, plus de personnes qui vont aimer votre produit par rapport au côté qualité-prix? Ou encore, faut-il juste rester avoir ces mêmes prix que les autres concurrents? Ah, ok, je vois. Bon, peut-être là qu'on est dans le premier volet de ma réponse, je suis allé un peu assez d'une façon superficielle ou d'une façon globale. Dans un cas comme celui-là, je pense qu'il faut vraiment une étude approfondie et connaître les causes et tout ce qui va avec pour pouvoir se situer et se positionner. Donner une réponse ici à la hâte, je pense que il est fort probable que je puisse donner une fausse réponse. Et du coup, je me réserve un peu. D'accord, là, je vous comprends, mais peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent aussi répondre. C'est un sujet que moi, je n'arrive pas jusqu'à là à comprendre aussi. Étant leader, je me pose plein de questions. Donc, ça arrive, tu vois, quand il y a un nouveau,
il veut concurrencer ceux qui étaient là, il va mettre quelque chose en bas pour attirer des clients. Est-ce que c'est la bonne méthode ou ce n'est pas la bonne méthode? Ok. Je vais essayer aussi de répondre à cette question, Monsieur Abondance. Alors, déjà, c'est pas une bonne méthode de baisser le prix, d'accord? C'est pas une bonne méthode de mettre. J'étais même en train de chercher un poste, mais je ne l'ai pas vu. Le poste disait, je pense que c'est le leader Guido qui avait envoyé un jour dans le groupe. Le poste disait, en business, ok? Écoutez, lorsque vous êtes en business et que vous vous rendez compte qu'il y a des concurrents, il y a des gens qui viennent sur le marché et tout ça, ne baissez pas les prix de vos produits. OK? Il ne faut pas baisser les prix de vos produits. Mais par contre, vous pouvez pallier à cela en donnant même de bénéfices, par exemple. Je prends l'exemple d'une personne qui vend des baskets. Si vous êtes en train de vendre vos baskets et qu'il y a une personne qui vient sur le marché aussi vendant les baskets, peut-être à la même prix que vous. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à donner des chaussettes en bonus. Voyez-vous, quand vous vendez à quelqu'un, vous mettez même une paire de chaussettes à l'intérieur. OK? Donc, lorsque vous êtes en business, s'il vous plaît, il ne faut pas baisser le prix. Lorsque vous avez des concurrents, ne baissez pas les prix. Baisser les prix n'a jamais été une bonne comment le dire, une bonne méthode, au fait. C'est pas une bonne, je pense, bien, ok, je pense, c'est ça, j'ai trouvé le poste. Bien négocier implique d'être sûr de soi et de la qualité de son produit ou de son service. Il faut garder en tête que la qualité a toujours un prix. Mettez en avant vos atouts. Ne vous dévalorisez pas, ok? Offrez des services supplémentaires plutôt qu'une baisse de prix. Je répète, bien négocier implique d'être sûr de soi et de la qualité de son produit ou de son service. Il faut garder en tête que la qualité a toujours un prix. Mettez en avant vos atouts. Ne vous dévalorisez pas. Offrez des services supplémentaires plutôt qu'une baisse de prix. J'espère que sur ce point ici, je me fais très bien comprendre. J'espère que Monsieur Abondance, vous êtes d'accord avec moi. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi ici. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous avez un concurrent, ne baissez pas les prix, mais offrez des services supplémentaires. Quand vous baissez les prix, cela diminue la valeur de votre produit ou votre service. Est-ce que vous êtes satisfait, Monsieur Abondance? Oui, oui, monsieur Arturo. Euh, En fait, ça, c'était juste le premier volet. Désolé. Le deuxième volet, c'était, bon, allons juste rapidement. Tu crées une société, tu les mets, exemple, on fait comme faisant comme si on était à Kin. Tu les mets au rond-point Gaba. Directement, Axel, il vient, juste le même, vous proposez les mêmes produits, il fait juste en face de toi, les mêmes produits, au rond-point Gaba. Toi, tu pars à Kitambo, magasin. Et le même Axel, il te suit toujours à Kitambo magasin, il met toujours son entreprise. Vous demandez toujours les mêmes produits. Tu pars au niveau des victoires. Et après quelques jours, Axel vient encore au niveau des victoires. Donc, partout où toi, tu viens t'implanter, il y a toujours une personne qui vient toujours là. Donc, un concurrent qui vient toujours se placer là-bas, je ne sais pas. Faut-il changer toujours des lieux ou encore, grâce à, tu vois, c'est cette concurrence-là, vous voyez, il y a deux supermarchés juste en face. Tu pars à 500 mètres, il y a un autre supermarché qui est encore en cours de l'autre côté. Et toutes ces concurrences-là, je ne sais pas, qu'est-ce que le leader doit faire à la place? Euh, il va réagir, il va aller en procès, parce que ça arrive, hein, ce genre de procès aussi. Ce genre de concurrence, ça arrive. On l'a vu, euh, j'ai oublié encore, c'est 7-Up, la société là, tout ça. Ça arrive, ce genre de concurrence. Il dit, oh non, il y a un problème avec telle société. Ils sont en train de, de se placer juste partout où nous on est. Quand on est ici, et ils viennent toujours dans la même ville. Quand on part dans cette ville, et ils sont toujours là. Et ils étaient même allés jusqu'en procès. Là, je ne sais pas si dans ce genre de concurrence-là, qu'est-ce que vous nous proposez alors? Alors, ce qu'on vous propose, c'est il faut battre le concurrent. OK? Déjà, écoutez, on ne jette pas
une pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. OK? Si ce concurrent-là ou cette entreprise-là est en train de venir s'implanter seulement là que vous êtes, c'est qu'elle voit qu'il y a quelque chose en vous. Elle voit que votre manière de faire le business est la meilleure. Elle voit que ce que vous faites est bien. Pour raison pour laquelle elle est en train de chercher à vous combattre, elle est en train de chercher à vous imiter. Donc, quand elle fait ça, battez-la. Battez-la en clientèle, battez-la en qualité, okay? Battez-la en design, battez-la comment on appelle ça, en emballage, donc battez-la en tout. Okay? Mais il peut arriver que le concurrent essaie maintenant de copier des choses sur vous, ou il essaie maintenant de frauder, ou je sais pas moi, de commencer à faire des choses parce que les clients ne viennent plus chez vous, ou des histoires comme ça. Quand vous vous rendez compte de ces histoires-là, là, vous pouvez maintenant faire une poursuite en justice. Si vous avez des preuves, si vous avez des preuves que non, cette concurrence-là maintenant n'est pas une concurrence normale, voyez-vous, c'est une concurrence maintenant comment je veux le dire, qui est devenu anormal, au fait, je ne sais pas moi quoi. Mais si vous avez des preuves, là, vous pouvez la poursuivre en justice. Sinon, en tout cas, abandonner n'est pas une bonne option pour vous parce que vous avez des concurrents. Et d'ailleurs, c'est bien si vous avez des concurrents. Cela prouve que ce que vous faites est bien. Parce que tel que je l'ai dit, on ne jette pas, des cailloux à un arbre qui n'a pas de fruits. Si ce concurrent est en train de vous concurrencer, c'est parce que vous produisez de bons fruits. Voyez-vous? Bien, j'espère que c'est bon, n'est-ce pas, M. Abondance? Ou M. Consola a quelque chose aussi à ajouter? Oui, c'est bien. Je ne sais pas si Consola ou les autres peuvent encore réagir. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Vraiment, nous allons... Oui, j'ai un petit truc à dire seulement. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Dans ce cas-là, par exemple, vous avez un concurrent face à vous. Il peut être plus grand que vous. Prenons le cas où il est carrément plus grand que vous, mais bon, vous êtes à vos débuts. C'est sûr que cette entreprise aura forcément des endroits de faiblesse. Parce que une entreprise ne peut pas couvrir ou ne peut pas être, comment dire, assez forte sur tous les plans possibles. Si vous voulez faire une bonne concurrence, il faut étudier votre adversaire, il faut étudier votre concurrent en détail, l'étudier vraiment dans le fond pour comprendre tout son mécanisme. Vous pouvez même utiliser l'espionnage, ce n'est pas mauvais. Et essayer d'étudier l'adversaire en profondeur, c'est quand vous comprenez ses faiblesses que vous savez aussi quelle technique adopter pour pouvoir faire face à la concurrence. Et déjà, je sais qu'un client, quand il a la chance d'entrer chez vous et qu'il peut ressentir certaines différences dans l'accueil, par exemple, dans la façon de servir, tout ça, ça fait que ça peut amener le client à être retenu chez vous, même si le même produit est en face de lui. Moi, je me rappelle avoir rencontré des choses comme ça en étant client. Je trouve que ce sont deux magasins avec les mêmes produits, mais je n'ai pas l'envie, comment dire, je n'ai pas cette envie d'aller acheter dans le magasin qui est en face parce que je ne me sens pas, moi, quand je peux acheter là-bas, ou je ne me sens pas considéré quand je vais là-bas. Mais ici, je peux acheter, même s'il y a un manque, j'attends quand réapprovisionner. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ce sont ces petites histoires-là qui peuvent faire qu'une concurrence soit vaincue, au fait, ou qu'on puisse vaincre la concurrence de l'adversaire. C'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Nathanaël, pour votre intervention. Vraiment, nous sommes désolés, mais on doit clore le meeting, OK? On doit clore. Ça fait déjà plus d'1h40 qu'on a commencé. Monsieur Elton, vous pouvez poser votre question à Monsieur Consulat, même en privé, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ont joué en retard, ne vous en faites pas. Le meeting, je l'enregistre, il est enregistré. Je vais le publier sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine sûrement. La chaîne YouTube, c'est Investi en toi. Je vais le publier sur la chaîne YouTube. Et ce meeting ici a été organisé par un groupe WhatsApp. Le groupe, c'est Entrepreneur Mindset. Nous vous invitons dans ce groupe-là. Déjà, la plupart des membres ici, la plupart des personnes ici sont dans le groupe. Si vous n'y êtes pas, ne vous en faites pas. Je vais mettre tout à l'heure le lien du groupe WhatsApp dans la discussion. Comme ça, une fois que vous cliquez sur le lien, vous vous retrouvez directement dans le groupe WhatsApp. C'est un peu ça. Je donne la dernière parole à M. Consola et puis nous allons clore notre meeting. Merci. Ok, en tout cas, la chose que je tiens à dire pour terminer, c'est remercier la présence de tout un chacun et ne pas nous limiter seulement d'entendre ce qui a été donné, mais aller au-delà et que, à l'issue de ces meetings, que l'on soit capable que Entrepreneur Mindset ne soit pas seulement un groupe, que ça soit une équipe au vrai sens du terme.
Voilà, une fois de plus, je vous remercie pour votre participation. Sinon, en tout cas, grand merci à vous, Monsieur Consola, pour la valeur partagée avec nous aujourd'hui. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre ces choses en pratique parce que écouter, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous inspire encore davantage. Merci à tous d'avoir participé. Nous croyons que si vous avez participé à ces meetings, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autres occupations, non. Mais en tout cas, le temps que vous nous avez accordé, nous croyons que la personne que vous êtes entrée dans ce meeting est différente de celle que vous allez ressortir. J'espère que c'est comme ça on dit. OK. Alors, je dis merci à M. Nathanaël, je dis merci à M. Abondance, merci à M. Aram Keya, merci à M. Asser Zila. Merci, Monsieur Baraka. Merci, Monsieur Consola, MK. Merci, Monsieur Elton. Merci, Monsieur Gloire Eliog. Merci, Monsieur Jefté Kidiata. Merci, Monsieur Josué Dimo. Merci, Miralombe, investi en moi. Merci, Neftali Chiza. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Placide Monga. Merci à tous d'avoir participé, en tout cas, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous. Dites quelque chose si vous êtes là. Le meeting est terminé, ne vous en faites pas. Nous vous remercions aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci pour l'organisation.